Imaginez la scène. C'est Noël. La table est mise, les bougies sont allumées, et quelqu'un, peut-être vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez, reste assis dans son appartement silencieux, avec une pizza réchauffée et un film qu'il a déjà vu 3 fois. Et les gens autour disent « Mais comment on peut faire ça? Comment on peut couper les liens avec sa propre famille ?» Comme si c'était aussi simple que de changer de chaîne, comme si c'était un caprice, un acte égoïste, une décision prise un matin sur un coup de tête. Mais voici ce que ces gens ne voient pas, ce que même les personnes concernées ne comprennent pas toujours pleinement. C'est que couper les ponts avec sa famille, dans la plupart des cas, ce n'est pas une décision. C'est une réponse inscrite profondément dans la biologie, dans les circuits neuronaux, dans des années de signaux que le corps a enregistrés bien avant que le cerveau conscient ne dise quoi que ce soit. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Commençons par quelque chose de fondamental. Votre cerveau, ce petit organe fascinant qui consomme 20% de votre énergie totale, malgré le fait qu'il représente à peine 2% de votre masse corporelle, votre cerveau est avant tout une machine à survivre. Pas une machine à vous rendre heureux, pas une machine à cultiver des relations harmonieuses, une machine à vous maintenir en vie. Et pour cela, il a développé au fil de l'évolution un système d'alarme extraordinairement sophistiqué, le système nerveux autonome. Ce système fonctionne en 2 modes principaux que vous connaissez peut-être déjà, la réponse attaque ou fuite, sympathique, et la réponse repos et digestion, parasympathique. Mais il y a un 3e état, moins connu, décrit par le neuroscientifique Stephen Porges dans sa théorie polyvagale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est l'état de gel, de shutdown, d'immobilisation. Et les personnes qui ont grandi dans des environnements familiaux toxiques, imprévisibles ou émotionnellement dangereux connaissent très bien ce 3e état, même s'ils ne l'ont jamais nommé ainsi. Pensez à un enfant qui grandit dans une maison où les humeurs changent sans prévenir, où l'amour est conditionnel, où exprimer ses besoins entraîne des punitions, de la honte ou du rejet. Cet enfant apprend très vite, et quand je dis « apprend », j'entends au sens littéral, ses neurones se câblent, ses circuits se forment, que les personnes censées le protéger sont aussi les sources de danger. Et là, le cerveau, face à cette impossibilité logique, avoir besoin de quelqu'un qui vous fait du mal, développe des stratégies d'adaptation, des stratégies qu'on appelle des styles d'attachement insécures. John Bowley, le psychologue britannique à l'origine de la théorie de l'attachement, a montré dès les années 60 que les patterns relationnels que nous développons dans l'enfance deviennent des modèles internes, des sortes de cartes mentales qui guident toutes nos relations futures. Et ces cartes, une fois gravées, sont incroyablement difficiles à réécrire. Pas impossible, mais difficiles, parce qu'elles ne siègent pas dans le cortex préfrontal, là où vous faites des listes de courses ou planifiez vos vacances. Elles siègent dans des zones plus profondes, l'amygdale, l'hippocampe, le tronc cérébral, des zones qui opèrent en dessous du radar de la conscience. Alors, que se passe-t-il, concrètement, dans le corps d'une personne qui décide de couper les liens? Parce qu'il y a presque toujours un moment pivot. Pas nécessairement dramatique, parfois c'est une toute petite chose, la goutte qui fait déborder un vase rempli depuis des décennies. Et à ce moment-là, quelque chose de remarquable se produit au niveau physiologique. Le cortisol, l'hormone du stress chronique, atteint un seuil que le corps ne peut plus tolérer. Les recherches sur le trauma relationnel montrent que l'exposition prolongée à des dynamiques familiales dysfonctionnelles maintient le corps dans un état d'hypervigilance constant. Un peu comme si votre système d'alarme incendie sonnait en continu même quand il n'y a pas de feu. Le corps s'épuise, le système immunitaire en souffre, les troubles du sommeil s'installent, la dépression et l'anxiété s'intensifient. Et un jour, parfois après des années de thérapie, parfois de manière plus instinctive, le cerveau prend une décision que je trouve, personnellement, profondément humaine. Il choisit la survie. Pas l'abandon, pas l'indifférence. La survie. L'éloignement relationnel, dans ces contextes, n'est pas un acte de haine. C'est souvent un acte de préservation biologique. Maintenant, voici ce que la société a du mal à comprendre, et ce qui rend cette décision si douloureuse pour ceux qui la prennent. Nous sommes des animaux profondément sociaux. L'appartenance à un groupe, et en particulier à la famille, est câblée comme une nécessité de survie dans notre cerveau primitif.
Les études en neurosciences sociales, notamment les travaux de Matthew Lieberman à UCLA, montrent que l'exclusion sociale active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique, littéralement. Quand vous êtes rejeté, votre cerveau ressent quelque chose de physiologiquement similaire à se brûler la main. Alors, imaginez la complexité de ce que vivent les personnes qui s'éloignent de leur famille. Elles font face à deux douleurs simultanées, la douleur de rester, qui est la douleur du trauma, de l'invalidation, de la toxicité, et la douleur de partir, qui est la douleur de la perte, de la culpabilité, de l'isolement. Ce n'est jamais une victoire, ce n'est jamais facile, et quiconque vous dit le contraire n'a probablement pas vécu cette expérience de l'intérieur. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle la dissonance cognitive, et il est absolument central ici. Quand deux croyances contradictoires coexistent dans notre esprit, ma famille m'aime et ma famille me fait du mal, le cerveau entre dans un état de tension insupportable. Et pour résoudre cette tension, les gens adoptent différentes stratégies. Certains minimisent la douleur, du genre « ce n'était pas si grave », d'autres se blâment eux-mêmes, comme « c'est ma faute si ça se passe mal », et d'autres encore, après un long chemin de réflexion et souvent de travail thérapeutique, arrivent à une troisième voie, reconnaître que les deux peuvent être vrais à la fois, que quelqu'un peut vous aimer de la façon dont il est capable d'aimer et que cette façon peut quand même être nocive pour vous. Cette reconnaissance, cette capacité à tenir deux vérités contradictoires sans l'effacer une, est, selon moi, l'un des actes de maturité émotionnelle les plus difficiles qui soient. Ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, si vous avez fait cette expérience ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a faite, c'est ceci. L'éloignement familial n'est presque jamais un choix simple, égoïste ou immature. Dans la grande majorité des cas, c'est la réponse d'un système nerveux qui a atteint ses limites. C'est la décision d'un être humain qui a enfin commencé à écouter ce que son corps lui disait depuis des années. Et cette écoute, cette capacité à se dire « ma santé compte, mes limites existent, je mérite un environnement où je peux respirer », cette écoute est en réalité un acte de courage profond. Parlons aussi du rôle du cortex préfrontal dans tout ça, parce que c'est fascinant. Cette région du cerveau, la partie qui vous permet de planifier, d'analyser, de prendre des décisions rationnelles, se développe jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Ce qui signifie que pendant toute l'enfance et une grande partie de l'adolescence, les expériences relationnelles sont traitées et stockées par un cerveau encore en construction. Les traumatismes vécus à ces stades laissent des empreintes particulièrement profondes, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez neurologiquement en train de vous construire. Et quand ces empreintes sont activées à l'âge adulte, lors d'un repas de famille, d'un coup de téléphone, d'un commentaire apparemment anodin, ce n'est pas votre moi adulte qui réagit en premier, c'est votre enfant intérieur de 7 ans, avec toutes ses stratégies de survie encore intactes. C'est pour cette raison que la décision de couper les ponts n'est presque jamais prise du jour au lendemain. Elle est généralement précédée de ce que les thérapeutes spécialistes du trauma décrivent comme un processus de deuil complexe. Le deuil de la famille qu'on aurait voulu avoir, le deuil de la relation imaginée, idéalisée, qui ne s'est jamais vraiment matérialisée. Et ce deuil-là est particulièrement cruel, parce que vous pleurez quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Vous pleurez un potentiel, une promesse non tenue. Mais autant la douleur est réelle, tout aussi légitime que n'importe quelle autre perte. Bien sûr, tout cela est nuancé. Il existe des situations où la réconciliation est possible, où le travail sur soi et sur la relation peut transformer quelque chose. Il existe des contextes culturels, spirituels, économiques, qui rendent la coupure plus complexe. Et il n'y a pas de réponse universelle, pas de bonne ou de mauvaise décision applicable à tous. Ce qui existe, c'est votre réalité à vous, votre corps, votre histoire, et personne d'autre que vous ne sait ce que vous coûte de rester ou ce que vous coûte de partir. Si vous êtes en ce moment dans cette réflexion, si vous vous demandez si votre éloignement est justifié, si votre ressenti est valide, si vous êtes normal de ressentir ce que vous ressentez, j'aimerais vous dire quelque chose avec toute la douceur et la conviction dont je puisse être capable. Oui, vous êtes normal. Ce que vous vivez a un nom, une explication, une base physiologique et psychologique réelle. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas cruel. Vous êtes un être humain qui essaie de naviguer dans l'une des expériences relationnelles les plus complexes qui existent. Et si, à l'inverse, vous êtes quelqu'un dont un proche s'est éloigné, un parent, un frère, une sœur, j'espère que cette vidéo vous offre au moins un début de compréhension. Non pas pour effacer la douleur de ce rejet, qui elle aussi est réelle et légitime,
mais peut-être pour élargir un peu la perspective, pour entrevoir que derrière ce silence, il y a rarement de l'indifférence, il y a presque toujours beaucoup de douleur. La physiologie ne ment pas, les corps gardent le score, pour reprendre le titre du livre magistral de Bessel van der Kolk sur le trauma. Et parfois, la façon dont un corps choisit de se protéger, c'est en s'éloignant, pas pour punir, pour respirer, pour guérir, pour peut-être un jour redevenir entier. Voilà, je suis curieux de savoir ce que cette vidéo a résonné en vous. Est-ce que vous avez vécu cette expérience, ou vous en êtes-vous approché? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous a surpris, ou au contraire qui a mis des mots sur quelque chose que vous ressentiez sans pouvoir le nommer? Les commentaires sont là, pour continuer cette conversation, ensemble, avec toute la bienveillance qu'un sujet comme celui-ci le mérite. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'exploration de la psychologie, du trauma et du fonctionnement de votre cerveau, abonnez-vous, parce qu'il y a encore tellement de choses fascinantes à découvrir. Prenez soin de vous.